Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu à la cool. Là je suis en haut de ma chambre de bonne. La vue est assez sympa. Bon, j'ai le soleil dans les yeux donc c'est pas l'idéal. Mais je voulais vous remercier voilà, pour tous les messages que vous avez vus. Je vais essayer de faire un pont un peu entre toutes mes activités. Et j'ai eu quelques messages concernant l'immobilier. Alors il y aura sûrement quelques bruits de voiture. Parce que je sais pas si vous voyez mais voilà, on est sur un axe qui est assez passant. Alors, comment conseiller les gens par rapport à l'immobilier? C'est un peu compliqué en fait d'orienter les personnes parce que ça dépend un petit peu du projet de chacun, en fonction des régions, en fonction de son projet. Si on veut faire l'investissement patrimonial, l'investissement locatif, l'investissement à haut rendement euh, locatif, enfin à haut potentiel de rentabilité, ou bien de l'achat-revente, une opération de marchande, ou tout simplement un achat de résidence principale, un peu coup de cœur, dans lequel on se sent bien. En fonction de tous ces projets, après il y a des sociétés, etc. En fonction du projet de chacun, c'est un peu dur de conseiller chaque personne. J'avais fait visiter une personne, en fait, qui est architecte, qui venait de Bordeaux, qui découvrait Marseille, et c'était un peu compliqué pour moi de l'orienter, de le faire acheter mon studio, mon grand studio sur lequel il y avait la possibilité de le couper en deux, le fameux studio que je voulais acheter moi personnellement. Et j'avais du mal en fait, en tant qu'agent commercial, en tant qu'agent immobilier, c'est dur de closer entre guillemets une vente si on n'arrive pas à cerner précisément le besoin de la personne et si la personne elle-même est en réflexion, il y a un projet qui est trop vague. Dans ces cas-là, c'est une personne qui hésite, sera beaucoup trop hésitante. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la grève des cheveux, il y a certaines personnes en fait qui hésitent beaucoup trop de manière générale, et ces personnes, il faut quasiment les forcer pour les passer à l'action, puisque c'est des personnes qui ne sont pas capables de passer à l'action par eux-mêmes. Et au final, quand vous, bien sûr, vous sentez que c'est un bon choix pour cette personne, le fait de les forcer, parfois, enfin même tout le temps, c'est des gens finissent par revenir vers vous en vous disant, voilà, on a fait cette vente ensemble, je voulais vous remercier puisque j'ai failli ne pas acquérir ce bien et au final c'était le meilleur choix pour moi et voilà, je vous remercie de m'avoir un petit peu entre guillemets forcé la main. Bon, bien sûr, on peut pas malheureusement forcer les gens à acheter, sinon on aurait un métier de tyran, mais ça me simplifierait un petit peu la vie. Bon, blague à part, voilà, je ferme la parenthèse. En fait, c'était une personne qui devait vendre son bien sur Bordeaux. Bordeaux, c'est un marché qui est qui a explosé ces dernières années, avec des prix au mètre carré qui sont carrément envolés. Et donc, cette personne va avoir une liquidité qui va rentrer environ 200 000 euros. Et c'est une personne qui était architecte, mais qui était en train de rechercher un travail sur Marseille, donc personne qui était au chômage entre guillemets actuellement, donc hors fonction. Et donc au niveau des financements des banques, c'était un peu compliqué. Donc moi, la première chose que je lui ai conseillé, c'est de l'orienter d'abord sur son financement. D'abord, règle numéro un, valider d'abord son financement, son enveloppe financière pour savoir qu'est-ce qu'on peut financer, sous quelles conditions, à combien est-ce qu'il faut d'apport, sur quelle durée. Bon voilà, savoir combien on peut emprunter tout simplement. Avec cette somme-là, on peut faire différents choix, mais déjà, on est fixé et on va s'orienter sur des biens, bien sûr, qu'on peut financer. Sinon, c'est pas la peine. On perd du temps, tout simplement. En fait, on a un grand éventail, on a un grand potentiel de choses qui est possible de faire. Plus on rétrécit, plus on va pouvoir être spécifique. Et comme tout projet qui demande de, une méthode, et cette méthode-là doit avoir une spécificité, on doit être au plus près de sa recherche. Sinon, c'est beaucoup trop vague et on se perd vraiment dans son choix. Donc, une fois que la personne peut connaître son financement, il y a deux choses en fait. Si vous avez un bon conseiller en banque, c'est une personne de confiance, allez voir cette personne-là. Sinon, essayez de vous faire conseiller un courtier autour de vous. Un courtier, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va prendre votre dossier, c'est-à-dire recueillir un peu toutes les informations vous concernant. Vous allez lui envoyer les papiers un peu comme un banquier. Et avec ce dossier-là, d'abord, il va commencer à travailler votre projet. Et ensuite, par la suite, lorsque vous avez besoin d'un financement, il va aller voir chaque banque pour négocier auprès d'elle. Donc en fait, nous, en fait, c'est pas vraiment notre métier en tant que particulier de négocier et on se sent pas vraiment dans les meilleures conditions pour négocier
avec son conseiller bancaire, hein, parce que on est un peu frileux, on a envie que le conseiller accepte notre projet, et donc on va pas forcément lui rentrer dedans en lui disant voilà, si tu fais pas le meilleur taux, je vais aller voir la concurrence. Tandis que le courtier, lui, c'est son travail, il a des rapports privilégiés au sein de chaque banque, et il va venir avec votre dossier, donc il a bien travaillé en amont, et il va voir la banque en disant moi je vais voir 5, 6, 7 banques, j'ai rendez-vous avec toutes ces banques-là, cette banque m'a proposé tant, cette banque m'a proposé tant, qu'est-ce que vous conseillez qu'est-ce que vous proposez pour mon client? Donc c'est une personne qui négocie à votre place. Bien évidemment, c'est un indépendant, un peu comme beaucoup d'agents immobiliers, donc il travaille à la commission, donc il prendra un tout petit pourcentage sur le prêt que vous allez faire, mais sachant qu'il va vous permettre d'économiser bien souvent beaucoup d'argent, puisque par exemple sur un prêt à, je dis une bêtise, à 1,33 sur 20 ans, s'il peut vous obtenir un 10 sur la même durée, c'est tout bénef pour vous. Donc, première chose, connaître son financement. Ensuite, il y a différentes choses qui sont possibles pour vous. Est-ce que c'est votre premier choix? Est-ce que vous avez déjà une résidence principale? Est-ce que, à quelle étape vous en êtes? Est-ce que vous avez un travail qui est établi? Est-ce que vous avez déjà un CDI? Est-ce que vous avez une société? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous avez plusieurs années de bilan qui vous permettent de faire des prêts? Bon, tout ça, il faut regarder tout ça à la loupe. Moi, je pourrais vous conseiller au cas par cas, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre situation, et dans la mesure du possible, ou vous pouvez m'envoyer un mail sur sylvain-carbonel-entrepreneur@gmail.com ou bien sylvain-carbonel-imo@gmail.com. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Une fois que vous avez validé un petit peu, vous avez différentes issues qui s'offrent à vous. Moi, par rapport à cet architecte-là, qui avait une bonne situation à mon sens, c'était d'abord d'aller voir son financement, sachant qu'actuellement, il était dans une situation un peu précaire, mais votre banquier, votre conseiller, votre courtier peut vous suivre, sachant que si vous avez un bon profil, comme peut l'être un architecte, c'est quelqu'un qui pourra retrouver du travail relativement facilement et obtenir un bon salaire derrière. Donc, le courtier, s'il voit que il y a 200 boules, il y a 200 000 euros qui est en cash, il peut se servir de cette somme, même si la personne est en train de trouver un travail, c'est une situation temporaire, mais ça peut se défendre auprès d'un organisme, donc il n'y a pas de problème, il pourra vous suivre quand même. L'important, c'est d'avoir des bons interlocuteurs. Donc en fonction de votre région, moi je pourrais vous conseiller, mais le mieux, c'est de demander autour de vous, et sinon, vous pouvez aller sur Facebook, il y a des très bons groupes pour ça, les Wanted, je crois qu'il y a Wanted Marseille, ou je pense qu'il y a des équivalents dans toutes les villes. Il y a ces petits groupes en fait de personnes qui... c'est un peu la nouvelle génération où les gens sont très solidaires, s'entraident beaucoup et ils font part de leurs problèmes, et les gens avec bonté de cœur viennent leur répondre et essaient de leur apporter la meilleure réponse possible par rapport à leur situation. Vu que c'est des actions qui sont très locales, en fait, ça serait une personne extérieure serait mieux à même que vous répondre que moi, de manière spontanée, qui ne connaît pas du tout votre région. Bien évidemment, le marché immobilier est différent si vous habitez dans un village, si vous habitez dans une grande ville, si vous habitez dans une petite ville, une ville en développement, tout simplement, si vous êtes à l'étranger, ça change pas mal la donne. C'est pour ça que c'est assez vaste, c'est assez dur de vous conseiller. On en revient à notre fameux architecte. Pour moi, il y avait 3 choix, c'est-à-dire soit il se lançait dans un choix de résidence principale. À mon sens, vu qu'il était architecte, la meilleure solution, et ça peut être la meilleure solution pour vous, personnellement j'ai commencé comme ça, le but est d'acheter un bien en dessous du prix du marché, un bien qui demande une valorisation, un bien où il y a des travaux à faire. Bon, bien sûr, l'architecte, c'est son métier, même s'il n'avait pas le profil, je pense, à faire les travaux lui-même, comme moi je les ai fait à une époque, puisque mon père était architecte naval, moi j'ai fabriqué des bateaux dans les 10 premières années, les 7 premières années. J'ai travaillé un peu dans le bâtiment, donc moi j'étais assez manuel, je suis devenu manuel au fil du temps, je l'étais pas du tout en étant à l'adolescence, mais c'était une bonne école malgré tout, et j'ai pu exploiter ce que j'avais appris pour faire des travaux. Même si c'est une personne, même si vous faites pas les travaux vous-même, le fait d'avoir un regard technique, ça vous permet de cerner les potentiels sur certains biens. Il y a des biens parfois qui sont carrément mal exploités, ou qu'on a un peu des configurations à l'ancienne. C'est-à-dire à l'ancienne, moi, quand j'ai acheté mon deuxième bien, il y avait une grande terrasse, et c'était la chambre qui donnait sur la terrasse. C'est complètement incohérent, j'ai renversé la configuration. Et j'ai fait le séjour sur la terrasse. Voilà, c'était beaucoup plus logique, et j'ai tout pété en faisant une cuisine également avec une séjour ouverte. Bon voilà, ça c'est le genre de petite amélioration que vous pouvez faire sur un bien assez facilement.
pour vous faire entourer d'architectes d'intérieur ou de personnes qui sont dans la déco pour vous conseiller, mais ça, c'est assez simple à faire. Il y a des choses très simples qu'on peut faire comme ça. Donc, acheter un bien en résidence principale, faire des travaux, vivre dedans 3-4 ans, histoire de rentabiliser le loyer, histoire d'amortir un peu les frais de notaire que vous allez payer, qui sont à peu près de 8% et demi, 8%. Voilà, vous amorcissez ça pendant 3-4 ans et au final, dans 4 ans, le marché aura encore monté. Vous vendez là où le marché est le plus propice à la vente et vous empochez la plus-value. Lorsque vous êtes en résidence principale, lorsque c'est votre premier achat que vous vivez dedans, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value. L'imposition sur la plus-value, c'est à peu près 33%, je crois, même peut-être un petit peu plus, 36%. Après, c'est dégressif en fonction du temps. Donc, si vous n'êtes pas taxé là-dessus, vous pouvez faire de très bonnes opérations. Moi, ma première opération, j'ai acheté et j'ai vendu, j'ai fait 50 000 € de plus-value. Bien que je sois passé par une agence et que l'agence a pris une grosse commission, mais voilà, c'était un peu le deal parce que il m'avait pu me faire acheter le bien à l'époque. Et la deuxième opération, j'ai fait 60 000 € de plus-value, cette fois en vendant en direct parce que j'étais désormais agent immobilier. Voilà, c'est l'un des seuls avantages qu'on a en étant agent immobilier, c'est qu'on peut vendre par nous-mêmes les biens, voilà. Ça, avec toute la plus-value de ce qu'on a appris dans le métier, donc valorisation à travers des photos, à travers tout ce genre de choses. Donc ça, c'est très bien. Achat de résidence principale, dans un premier temps, pour moi, ça me paraît cohérent. Maintenant, on est dans une période actuellement où l'économie n'est pas terrible, et quand l'économie n'est pas terrible, les taux sont très très bas pour soutenir un peu l'économie. Donc là, l'argent coûte pas cher. En ce moment, on a des taux qui sont proches des 1%, c'est-à-dire que vous payez quasiment rien sur le crédit. Donc ça vaut le coup également d'investir. Alors on peut investir sous deux formes, sous plusieurs formes. Je dirais, c'est soit acheter des petites surfaces. Donc les petites surfaces, ça peut être sympa également d'acheter en dessous du prix du marché, vous retapez et vous mettez en location. Vous en faites des petits bijoux histoire d'avoir des bons profils et vous louez comme ça en achetant des toutes petites surfaces. Deux solutions, plusieurs solutions ensuite. Soit vous faites la location courte durée pour exploiter au maximum votre bien pour arriver à des taux de rendement au-dessus de 10%. Et dans ce cas-là, il faut prendre quelque chose à proximité de chez vous et être sûr que vous vous trouvez dans une grande ville, entre guillemets, sur laquelle il y a de la demande, où les gens sont de passage, par exemple pour faire des formations, pour visiter tout simplement. Et là, vous allez louer à la nuitée. Par exemple, pour un studio, on peut louer facilement entre 20 et 30 € la nuit et appliquer un petit forfait pour le ménage. C'est à peu près moi ce que je fais voilà, sur Marseille, dans le centre-ville, et je cherche à en acheter un deuxième. Demain, je visite un deuxième bien, qui est dans le même immeuble d'ailleurs, bizarrement, voilà, pour essayer d'en acheter un autre. J'ai acheté le premier il y a 6 mois, sachant qu'avant, j'avais acheté ma résidence principale avant. Donc je vous conseille peut-être de faire les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire résidence principale, hop, le fait d'acheter ça, vous êtes plus crédit par rapport aux banques, ça montre une certaine stabilité, et après on achète des investissements. Vous pouvez faire l'inverse aussi, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire faire des investissements, montrer à la banque que vous avez du cash flow. Cash flow, c'est la différence, c'est-à-dire des revenus supérieurs au coût du crédit et des frais. Et dans ces cas-là, lorsque vous arrivez à vous dégager suffisamment de rentabilité, de chiffre d'affaires et surtout de bénéfices, là, la banque juge que vous êtes crédible pour vous suivre derrière. Mais c'est probablement mieux de commencer par résidence principale et ensuite vous allez acheter des investissements. Donc ça peut être un bon choix, c'est-à-dire faire la résidence courte durée, très courte durée, faire la location en location. Vous pouvez acheter des biens que vous recoupez officiellement ou pas, faire un petit sas d'entrée et louer séparément, ça peut être intéressant également. Ou bien faire la location classique, soit en nu, soit en meublé. C'est la tranche d'imposition qui change. En meublé, il va falloir meubler un minimum l'appartement, donc une petite table basse, un petit lit ou un canapé lit, de quoi manger, de la vaisselle, etc. Une petite télé si besoin, deux chaises, voilà, vraiment le minimum. Que ça soit sympa et que la personne puisse poser, entre guillemets, les valises et s'installer. Donc voilà, vous pouvez louer un étudiant, un jeune travailleur, ça dépend de la taille de votre appartement. Donc ça peut être sympa, ou bien carrément vous lancer dans un choix de très grande surface pour faire la colocation étudiante si possible, si vous êtes à côté d'une zone étudiante. Ça peut être bien également de prendre un bien genre 95 mètres carrés, là j'en ai un à vente où j'avais fait une vidéo précédemment. Vous pouvez aller regarder la vidéo pour vous donner une idée et faire 4 chambres à l'intérieur, de louer par tête environ 450, 500 €. Affiné en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais voilà, ça peut être également un bon coup. Vous
peut être très intéressant, ou vous carrément vous lancez dans des immeubles de rapport, c'est-à-dire acheter des immeubles en pleine propriété et essayer de faire quelques travaux petit à petit pour mieux les exploiter. Ça peut être un grand coup, une grosse forme de frappe dès le début, mais bah, c'est forcément des budgets qui sont supérieurs. Donc j'ai envie de vous dire que ça dépend un peu de votre projet. Ça dépend également à quelle étape dans votre vie vous vous trouvez. C'est-à-dire que moi, quand j'étais célibataire, entre guillemets, bah, c'était beaucoup plus simple de faire des investissements parce que j'avais juste mon regard à moi, j'avais juste mes contraintes à moi. Lorsque vous êtes en couple, c'est un peu plus compliqué de dire à la personne, voilà, je vais acheter une ruine, on va devoir se mettre en location, vivre dans la poussière pendant un petit moment. Lorsqu'on est jeune, c'est assez sympa, ça peut être rigolo, ça fait des souvenirs, comme on dit. Mais passé un certain âge, c'est un peu relou. On souhaite avoir un peu de confort, donc bah, dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre l'avis d'une deuxième personne qui n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes attentes que vous. Si vous êtes un peu aventurier, bah, peut-être que votre conjointe l'est pas forcément, et c'est pas plus mal. Hein. C'est bien d'être complémentaire dans le couple. Donc voilà, c'est un peu compliqué de conseiller les gens sur l'immobilier sans connaître précisément leur projet. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Bien évidemment, le jour où je vais recevoir 300 mails par jour, je ne pourrai plus le faire, mais on essaiera de trouver d'autres solutions. Et j'ai envie de vous dire que bah, c'est un peu comme le couple, c'est-à-dire que vous conseillez moi dans l'immobilier, ça serait un peu comme essayer de choisir pour vous le choix de votre femme ou de votre futur mari. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas vos critères. Il y a une certaine côté assez chimique aussi dans ce choix-là, hein, qui peut être présent dans le couple et qui peut l'être dans l'immobilier aussi. C'est-à-dire qu'en visite un bien, on peut savoir assez facilement si on a le coup de cœur, si on arrive à se projeter. Moi, j'ai réussi parfois à me projeter dans des horreurs, mais bien qui étaient a priori des horreurs, mais parce que je voyais un certain potentiel, et peut-être aussi parce que je suis un peu fou, c'est-à-dire j'aime bien me lancer dans des projets. Voilà, je vais expliquer, je suis assez fonceur, et bah, c'est plutôt un bon point, mais parfois on serre un peu les fesses les premiers mois, hein, histoire que le projet se mette en place. Quand on se retrouve à l'étape à tout casser à la masse, ben on se dit putain, dans quel bordel je me suis foutu. Il n'y a pas d'ascenseur, je dois descendre de 70 sacs de gravats tout seul sur 3 étages. Voilà, on a quelques petits moments de solitude. On essaie peut-être d'appeler un peu parfois les potes dans ce cas-là, mais bon, faut pas non plus abuser. Et bien souvent, on est tout seul. Mais moi, autant ça m'amuse, peut-être que ça vous amusera pas. Donc, à vous de voir si vous êtes également capable d'assumer vos projets, c'est-à-dire assumer vos travaux, assumer le côté technique de vos travaux. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans le côté bah, technique? Hein, est-ce que ce mur est porteur? Est-ce qu'on peut tout casser? Est-ce qu'on est dans l'ancien? Est-ce que ce mur a tendance à devenir porteur avec le temps? Bon, voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Et voilà, c'est à vous de savoir également si votre entourage est prêt à vous suivre les yeux fermés dans vos projets. Voilà, c'est bien de vous faire entourer de vos parents ou de vos amis ou de votre meilleur ami ou de je sais pas quoi, d'un professionnel également, histoire de pas faire les choses tête baissée. Bon, c'est à vous de savoir un petit peu. Moi, je suis un peu un chat, je retombe toujours sur mes pattes, mais à vous de voir si vous êtes également comme ça. Dans ce cas-là, l'achat-revente, le métier de marchand de biens peut être très cool parce que ça peut vous offrir, si vous faites une opération par an, un très bon niveau de vie. Donc voilà, se lancer sur des horreurs ou se lancer dans des trucs un peu plus réfléchis, ça dépend si vous préférez vous mettre vraiment en dessous du prix en dessous du prix du marché ou vous mettre dans les prix du marché ou même un poil au-dessus si vous cherchez à avoir une stabilité. Est-ce que vous cherchez de la stabilité ou est-ce que vous cherchez un gros rendement? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous cherchez une grosse renta ou est-ce que vous recherchez à avoir une stabilité, investissement patrimonial pour essayer de vous faire un patrimoine au fur et à mesure des années, vous faire une retraite. Moi, personnellement, dans l'immobilier, ce que je cherche, c'est à gagner de l'argent immédiatement. C'est-à-dire, je ne veux pas être propriétaire dans 20 ans, je ne veux pas mettre d'efforts, moi, je ne veux pas mettre de l'argent personnellement tous les mois, parce que je cherche à avoir de la rentabilité immédiate. Je peux me permettre, parce que je suis dans une ville, Marseille, qui est un peu une anomalie dans le sens où bah, c'est la deuxième ville de France et le marché est anormalement bas. C'est en train de changer en ce moment. Je ne pense pas que ça soit le cas éternellement. Alors bon, il y a un gros débat chez Marseille. Est-ce que c'est
Est-ce que ça sera toujours ce Marseille qu'ils ont connu, ou est-ce que le changement est bien ou pas? Bon, ça, je vous laisse faire le débat. Moi, je trouve que c'est plutôt bien le fait que ça bouge et qu'on puisse attirer des touristes et des gens néo-marseillais qui commencent à avoir un regard différent sur cette ville. Moi, je trouve ça cool. Je suis plutôt pour le progrès. Bon, après, je vous laisse débattre entre vous. Si vous connaissez pas la ville, venez vous faire une idée. C'est une ville assez sympa qui a beaucoup d'avantages, un cadre de vie très cool, des défauts très visibles également, mais bon, voilà, après, c'est soit vous accrochez, c'est une ville très clivante, soit on aime, soit on déteste. Donc il y a plusieurs écoles, je vous laisse faire votre choix. Voilà, je suis assez pragmatique sur la question. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? L'investissement, c'est important d'avoir un peu des billes, c'est-à-dire avoir un peu d'argent devant soi. Alors quand on commence à travailler, si vous êtes jeune, essayez d'épargner un maximum. Vous prenez un compte bancaire, vous envoyez en envoi récurrent 100, 200 euros par mois si possible, peut-être plus si vous pouvez, ou même un minimum. Faites cet effort de voilà, lorsque vous êtes jeune, d'envoyer de l'argent régulièrement sur un compte pour vous apprendre à épargner. C'est une habitude qui nous est pas forcément enseignée par nos parents. Ça dépend un peu de l'éducation qu'on a reçue. Et ça, je trouve ça très bien, moi, de commencer le plus tôt possible. Ça vous montrera que vous êtes quelqu'un de stable et ça vous permettra, si vous voyez des bons coups, de pouvoir les saisir. C'est-à-dire que dans l'immobilier, nous, parfois, on se visite, même en tant qu'agence. Forcément, sur une vente, quand j'ai deux dossiers équivalents, je vais choisir le paiement comptant pour l'intérêt de mon vendeur, tout simplement. Et en tant qu'investisseur, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez être face à des gros requins également. Ça, il faut le garder à l'esprit. Plus le coût est gros, plus vous allez vous retrouver en confrontation avec des gros poissons. Et voilà, si vous n'avez pas d'apport du tout, il va balayer votre dossier, il va même pas l'étudier. Donc ça, c'est bien d'avoir un petit fond dès le début. À mon sens, faire des opérations d'achat-revente, ça peut vous permettre au début d'avoir cette trésorerie-là. C'est-à-dire que soit vous héritez d'argent de vos parents, ce que je vous souhaite, pour pouvoir vous mettre le pied à l'étrier dans l'immobilier. Si c'est pas le cas, il va falloir vous constituer ce patrimoine tout seul. Et pour ça, les travaux, ça peut être pas mal d'acheter, retaper, revendre, prendre cette plus-value, rembourser le crédit avec, et recommencer jusqu'à avoir, si possible, des liquidités, c'est-à-dire un appartement totalement financé que vous puissiez revendre pour acheter. Moi, j'ai fait 2 opérations d'achat-revente pour acheter mon 3e bien dans lequel je me trouve actuellement, que vous voyez à travers les vidéos. C'est un bien que moi j'ai pu financer à 2/3 avec un paiement comptant grâce aux travaux que j'ai fait, grâce aux opérations que j'ai fait précédemment. Ma copine, elle a fait un crédit, un tout petit crédit pour compléter le reste. Elle a mis à peu près 110 000 euros qu'elle rembourse. Et ça nous a permis d'acquérir ce bien-là. Mais c'est vrai que moi, le fait de ne pas avoir de crédit, ça m'a permis d'assurer une stabilité, de monter une marche. Et maintenant, je peux me lancer dans l'investissement de manière sereine, petit à petit. Et grâce aux actions que j'ai mis en place, c'est-à-dire grâce à mon petit studio sur Airbnb, je peux dégager des fonds et je vais en acheter un deuxième. Et là, je suis presque à un stade où en fait, c'est les revenus du cash flow, c'est-à-dire du bénéfice de la location sur Airbnb de mon studio, qui paye en fait tous mes frais et qui m'assure un minimum de salaire. C'est-à-dire que dans l'immobilier, on est payé à la commission. Donc, quand la commission tombe, tout va bien, mais quand il n'y a pas de commission, on n'a pas d'argent, tout simplement. Donc, moi, je trouve ça, enfin, le top, moi, c'est ma situation actuelle où justement ces revenus en immobilier conduiraient l'exploitation de ce truc-là. Bon, alors, je me tape le ménage, etc., machin, je me ferai des vidéos là-dessus. Bon, c'est pas la mort, hein, ça me prend 2 heures par semaine, parfois moins, parfois plus. Et ces revenus-là, ça me permet de survivre. C'est-à-dire, même quand j'ai pas de commission, je peux survivre grâce à ça. Et après, moi, mes commissions dans l'immobilier, boum, je les empile. Et avec ça, je peux, hop, investir de manière massive. Et pourquoi pas, si j'épargne pendant 2-3 ans, je pourrais acheter un petit studio comptant qui me rapporte un loyer plein chaque mois. Et ça, croyez-moi, voilà, votre vie, elle change, quoi. Vous passez vraiment un vrai palier. Et vous pouvez monter les marches petit à petit. Alors moi, personnellement, je vais les monter. Et je vais essayer de vous former petit à petit à travers des vidéos pour ceux que ça intéresse, à travers des vidéos gratuites et des formations avec une méthodologie payante qui vous permet de passer à l'action beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement.
Mais bon voilà, on n'en est pas encore là. Le but c'est d'abord que je vous donne de la valeur, que je vous explique un peu comment ça se passe et bah, que vous puissiez avoir aussi confiance et apprécier un petit peu mon discours et ma manière de voir les choses euh, voilà, avant de vous projeter sur quoi que ce soit. Investissement, 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 qu'est-ce que j'ai oublié? Bah voilà, faut se constituer un fonds de départ. Alors quand on est jeune, ce qui est important pour nous, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire, malheureusement, bah, nous on est dans le sud, donc c'est encore plus peut-être que chez vous. Ce qui compte chez nous, c'est un peu l'apparence, c'est le côté un peu méditerranéen, un peu italien, le fait de vouloir montrer, le fait de vouloir briller. Bon, j'ai pas de jugement là-dessus, mais encore une fois, au lieu de claquer des grosses sommes, les premiers salaires quand on est jeune pour des bêtises qui ont aucune valeur et qui, bah, la voiture, voilà, vous l'avez payée neuve, elle perd 15% la première année, vous allez l'esquinter un peu, dans 3-4 ans, elle vaut plus rien. Ou en tout cas, elle ne vaudra pas votre investissement de base, donc c'est un mauvais investissement. Les vêtements de marque, c'est pareil. Alors c'est appréciable d'avoir de la qualité sur soi, certes, mais de nos jours, avec la Chine, avec toutes les imitations, franchement, on se casse les dents sur les imitations. Si vous voulez briller, si vous voulez avoir une valeur perçue, moi je vous conseille d'acheter des imitations. Vous pouvez acheter des fausses Rolex, vous pouvez acheter des faux, du faux, je sais pas moi, du faux Gucci, du faux, des, des imitations qui sont très bien. Dans un premier temps, faites-vous plaisir avec ça si vous voulez avoir une valeur perçue. Alors j'incite pas à la contrefaçon, mais encore une fois, ça peut être un bon moyen de briller avec très peu. Donc retenez qu'il faut être un petit peu malin les premières années, coffrez un maximum possible de l'argent, parce que ça vous servira vraiment. Parce que dans quelques années après, le jour où il faudra passer à l'action, bah, vous serez hors game, bien, il va falloir ramer comme un taré et vraiment vous buter la santé pour essayer de rattraper votre retard, chose que je vous souhaite absolument pas. Donc je vais vous conseiller, moi, essayer de faire plutôt investir le moindre euro sur des trucs intelligents qui vous permettent de changer un peu votre vie. C'est ça que je vais essayer modestement de faire à travers ces vidéos. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Il y a deux axes dans la vie, il y a deux axes dans l'investissement, le cœur et la raison. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire, la raison, c'est le choix réfléchi, le choix sans affect, c'est le choix qui va vous permettre de négocier au mieux pour essayer de faire une bonne affaire. Et à côté de ça, il y a le cœur. C'est le coup de cœur. On paye un peu plus cher, mais on kiffe. On kiffe. Euh, voilà, c'est bas du marché, haut du marché. Donc il y a les deux. Essayez de trouver un juste milieu entre les deux. Essayez de trouver quelque chose qui s'adapte le mieux possible à votre personnalité. Restez en adéquation avec vous-même. Parfois, on va avoir des horreurs qui sont en dessous du marché, mais malgré tout, on a un coup d'affect. Alors ça, c'est les gens qui sont un peu visionnaires, qui malgré tout arrivent à s'y retrouver là-dedans. Donc ça, c'est cool. Essayez quand même de faire valider votre choix autour de vous. Si vous le montrez à 10 personnes, que les 10 personnes vous disent non, c'est peut-être que vous êtes un peu fou. Parce que c'est bien ou pas. Je peux pas me prononcer. Parfois, il faut quand même écouter son propre cœur. C'est-à-dire si vous sentez au fond de vous que malgré tout c'est la bonne opération, bah soit vous êtes un peu débile, soit c'est vous qui avez raison. Ça, je peux pas en juger. Mais si vous le montrez à 10 personnes, il faut au moins que vous ayez la validation de 2-3 personnes, voilà, ou même de la majorité, en essayant de les convaincre, leur expliquer votre projet, votre manière dont vous faites les choses, parce que chaque personne a sa propre vision de comment investir, de comment le faire, donc sa propre affect et juge par rapport à ce qu'il est au fond de lui. Donc essayez d'avoir un peu de distance par rapport à tout ça, le prenez pas personnellement, mais c'est bien d'écouter également les gens autour de soi. A contrario, bah, le cœur, hein, c'est bien d'écouter, certes, mais parfois il faut aussi un peu de raison pour essayer de temporiser un petit peu son affect. Parfois, on peut tomber amoureux de la mauvaise personne et voilà, c'est bien d'écouter les gens autour de soi qui nous disent, bah voilà, c'est peut-être pas, voilà, tu te trompes, tu es en train de faire une connerie, fais attention, la personne ou le bien immobilier n'est pas ce que tu crois. Donc, il faut un peu des deux. Voilà, il faut un peu des deux pour ça. Essayez de vous faire entourer, soit par des professionnels en qui vous ayez confiance. Il y a à boire et à manger dans ce métier, donc il faut faire la part des choses, c'est un peu comme tout. Une fois que vous avez l'interlocuteur de confiance, essayez de tisser avec lui des relations voilà, sur le long terme, c'est toujours bien. Que vous dire de plus? Vous allez entamer des négociations.
essayez de cerner si c'est des biens sur lesquels vous pouvez négocier ou pas. Parfois, il y a des urgences sur les biens. Parfois, les gens vous disent, voilà, il faut vous positionner. Parfois, il faut les écouter parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas assez réactif, ça va vous passer sous le nez parce que les bons coups, là, en fait, actuellement, sur Marseille, dans la France, je pense de manière générale, ça dépend après des régions, il y a une certaine rareté dans le marché. Là où avant, on pouvait montrer 4-5 biens à un client, à un acheteur, et essayer de les faire diriger sur un bien. Alors ça, c'était un peu le coup des agents immobiliers à une certaine époque, c'est-à-dire on lui montre une merde, on lui montre un truc bien et un truc moyen juste après. Voilà, pour que ça fasse un peu repoussoir, qu'il ait le coup de cœur et que au final ils se disent non, c'est celui d'avant qui était meilleur. Actuellement, on peut plus faire ça, nous en tout cas à Marseille, je pense qu'à Paris encore moins, à Lyon encore moins non plus. On n'a plus de stock, donc en fait, quand on montre quelque chose à quelqu'un, on n'a pas forcément de quoi le faire comparer. Donc dans ces cas-là, quand on leur montre des trucs qui sont bien, il faut que les gens se lancent directement. Bon, quand on est dans des zones un peu moins tendues, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est des biens où bah, voilà, c'est un peu, on attend un peu, pas le pigeon, mais voilà, la personne qui voudrait s'implanter dans la région, qui est en changement de vie, etc. Et dans ces cas-là, bah, on a plein de vieilles maisons à lui montrer, on a plein de biens avec beau potentiel à montrer. Dans ces cas-là aussi, on peut faire des bonnes affaires. Il faut essayer de faire abstraction de ce qu'on a l'habitude de connaître. S'il y a quelqu'un qui vient de Lyon, par exemple, et qui va, je sais pas moi, habiter à Saint-Étienne, bah là, voilà, ça sera open bar, quoi. Il va devenir fou, le mec. Il va voir ce qu'il peut acheter pour moitié du prix. Ou... Enfin, je connais pas le marché à Saint-Étienne, mais bah, voilà, c'est un peu comme tu mets un gosse dans un truc de chocolat à la tri, quoi, un marché de bonbons, il va devenir ouf, quoi. Donc, voilà, dans ce cas-là, il faut tempérer un petit peu, c'est un nouveau marché, il faut se réadapter au marché. Voilà, ça c'est aussi un bon conseil à vous donner, c'est que prenez le temps, lorsque vous ne connaissez pas le marché, de faire des études et de vous imprégner du marché dans un premier temps. Il faut visiter, il faut connaître son marché, il faut savoir où est-ce qu'on investit, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds tout simplement. Donc ça à garder en tête également. On dit qu'un acheteur, il va visiter 7-8 biens avant de se positionner. Donc ça c'est cool. Et on dit qu'il faut 7 à 8 mois lorsqu'on a eu un coup de cœur pour oublier ce coup de cœur-là. Donc si voilà, ça à garder en tête aussi. Lorsque vous sentez que c'est le bon truc, bon, le cœur et la raison, donc essayez de confronter un petit peu. Mais si vous sentez que c'est le bon, bah, essayez de vous lancer. Voilà. Mais il faut que c'est bien que vous puissiez avoir un avis extérieur neutre. Donc essayez de visiter quand vous sentez que c'est good, quand vous avez un bon pressentiment, essayez de visiter d'abord avec une autre personne, histoire qu'elle vous donne également son avis. Comment calculer la rentabilité d'un bien? Ça, je vous ferai un petit calcul schématique dessus, mais en gros, bah, vous prenez le loyer potentiel, vous le multipliez par le nombre de mois où vous allez louer, c'est-à-dire 12, vous retirez la taxe foncière et vous retirez les charges. Une fois que vous avez fait ça, vous le divisez par le prix que vous allez l'acheter et vous multipliez par 100 le résultat. Et vous allez obtenir un chiffre qui est donc la rentabilité brute. Pour le net, faut déduire aussi les frais de notaire. Bon, ça c'est plus pour les marchands, voilà, les gens qui sont à l'étape du dessus. Bon, vous faites pas chier avec le net, restez sur le brut. Parce qu'il y a les deux calculs, on s'y perd un petit peu. Je pense que le brut est plus significatif de toute façon. Voilà, c'est plus pour les marchands parce qu'en fait les marchands en général ils achètent, ils revendent, donc bah, là ils vont payer à chaque fois les frais de notaire. Tandis que si vous amortissez un bien, je vous conseille d'amortir un petit peu sur le long terme et d'acheter dans des zones où le marché a tendance à monter. Donc c'est ça le calcul. Donc loyer x 12, vous retirez taxe foncière, vous retirez les charges, s'il y a des charges si vous êtes en copropriété, et vous divisez par le prix de l'appartement. Vous multipliez par 100, vous obtenez ce résultat, ce rendement. Donc le rendement, il dépend un petit peu, la rentabilité dépend un petit peu des régions. À Marseille, si on veut de la stabilité, on achète entre 5 et 7. En général, c'est entre 6 et 7, 6 et 7 et demi. Si on est dans des zones qui sont un peu moins bien, bon voilà, dans les quartiers nord de Marseille, c'est plus aux alentours des 10%, entre 10 et 15 on va dire. 10 c'est déjà pas mal. Si vous faites de la location courte durée, Airbnb et compagnie, moi je suis personnellement autour des 10%. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, ça dépend, mais 10% c'est plutôt pas mal.
Donc, bien évidemment, si vous habitez Paris, les calculs ne sont pas les mêmes, hein. Je pense que la rentabilité sera moins bonne, mais si vous êtes sur un marché qui est en pleine expansion, qui augmente de manière exponentielle, donc c'est encore un autre délire parce que vous êtes sûr de revendre des biens avec des plus-values derrière. Gardez en tête les plus-values, gardez en tête le taux d'imposition sur la plus-value, environ 33% je crois. C'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ce calcul-là, qui est dégressif en fonction des années. Ce que vous allez amortir sur le très long terme et sur le calcul de la plus-value, vous pouvez vous faire entourer par un notaire. Vous pouvez également le calculer sur Internet et vous pouvez déduire les travaux. Donc il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte. Vous pouvez également aller sur le site des impôts. Les données publiques sont désormais publiques. Donc ça vous permettra de... Vous savez, c'est sur impôts.gouv.fr, il faut aller sur l'endroit où vous allez pouvoir entrer, vous pouvez consulter vos documents, votre taxe foncière, etc. Et vous pourrez consulter les prix sur lesquels vous pouvez mettre une zone géographique, une adresse, et regarder sur un rayon de 300 mètres, 500 mètres ou plus, les biens qui ont été vendus ces dernières années. Ça vous permet de savoir vraiment ce qu'est le marché. Parce que parfois, on a du mal à avoir une visibilité en agence sur les prix sur lesquels sont vendus les biens. Parfois, les gens partent très haut pour vendre au final avec une négociation parfois très bas. Ou parfois, les biens, l'agent immobilier a bien fait son travail, se met directement dans les clous, ce qui est mieux, mais dans ce cas-là, il va pas trop falloir tarder puisque vous risquez de passer à côté d'une bonne affaire. Donc renseignez-vous un petit peu, ça vous permet peut-être de monter un dossier pour essayer de mieux négocier. Voilà, c'est un petit truc que je pourrais vous donner. Ça fait une longue vidéo, j'essaie de vous donner beaucoup d'informations, une vidéo très brute. Les prochaines, je vais vous faire quelques vidéos assez brutes comme ça, sur des sujets assez différents, et après je vous ferai des vidéos mieux structurées. Bon voilà, moi je suis un peu en mode jazzman, c'est-à-dire j'improvise sur un sujet. Je pense que le contenu est assez dense, mais pour que vous puissiez mieux vous l'approprier, je vous ferai des vidéos par la suite mieux structurées pour que ça vous permette de mieux assimiler les choses, mieux comprendre et qu'il y ait un peu moins d'informations pour que vous puissiez vous approprier tout ce savoir et vous constituer une expérience sur ce domaine. Je vais essayer de conclure cette vidéo du mieux que je peux. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez l'immobilier, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je vous redonne mon mail, sylvain-carbonel-entrepreneur@gmail.com. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'achète normalement ma nouvelle moto là dans la semaine. Je vous ferai quelques vidéos assez cool. Donc j'essaierai de vous faire des vlogs un peu lifestyle où je vous parle un peu de ma grève, je vous parle un petit peu de mon métier d'agent immobilier. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est vraiment cool aussi, que vous pouvez faire en parallèle avec un autre métier. Si ça vous chauffe de vous former à ce métier, je pourrais vous former avec grande passion. Moi, on dit que j'ai un côté un peu coach quand je forme les gens. J'adore partager ma passion, moi, donc ça peut être sympa, ça aussi, pour vous faire des revenus alternatifs. C'est un métier un peu passion qui est sympa parce que vous fréquentez les gens, vous êtes au cœur du game un peu, au cœur de la vie des gens, il y a un côté humain qui est sympa. Et voilà, vous apprenez plein de choses et c'est un métier qui est passionnant parce que du soir au matin, c'est un métier où on apprend tous les jours et on fait jamais la même chose et on est sur le terrain. Ça c'est sympa, c'est-à-dire que là, hop, je suis en haut de ma chambre de bonne là où j'ai mon bureau, mais à tout moment, bing, je pars sur un rendez-vous, je prends ma moto et voilà, j'enchaîne et c'est un métier où on reste pas posé sur sa chaise. Ouais, certains métiers d'immobilier où c'est comme ça qu'on est dans la gestion, etc. Mais niveau transaction, ça c'est sympa parce qu'on a l'adrénaline également, les commissions qui tombent. Voilà, donc ça peut être cool. Ça peut être un sujet de formation aussi. Donc je vous ferai des vlogs qui parlent un peu de tout et de rien et après je vais vous structurer un peu tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était une première vidéo très spontanée et je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement. Je vous souhaite une très bonne journée, amis entrepreneurs. À bientôt. Ciao, ciao!